Derrière les miroirs dorés de Versailles, où la lumière du soleil se brisait en 1000 reflets scintillants, se déroulaient des cérémonies qui auraient fait reculer d'horreur même les courtisans les plus libertins de France. L'homme qui se proclamait le roi Soleil, élu de Dieu pour gouverner par grâce divine, avait transformé les appartements royaux en une théâtralité de domination qui transcendait toute compréhension conventionnelle du pouvoir monarchique. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un roi absolu, c'est la chronique de la façon dont Louis XIV utilisa l'intimité comme arme politique, convertissant l'acte le plus privé de l'existence humaine en démonstration publique d'autorité impériale. Lorsque le jeune Louis XIV assuma le pouvoir personnel en l'année 1661, après la mort du cardinal Mazarin, la France s'attendait à un monarque qui restaurerait la dignité royale après des décennies de régence tumultueuse. Ce qui émergerait des appartements privés de Versailles serait quelque chose de bien plus complexe et troublant. Un système élaboré de rituels intimes servant simultanément comme plaisir personnel et instrument de contrôle politique. Les observateurs contemporains, même ceux habitués aux excès de la noblesse française, enregistrèrent leur perplexité face à des comportements qui défiaient tant les conventions sociales que les préceptes religieux de l'époque. Saint-Simon, chroniqueur impitoyable de la cour, écrivit avec un dégoût mal dissimulé sur les transformations qu'il témoigna dans la personnalité royale, comparant le jeune roi idéaliste au monarque qui émergerait des intrigues de Versailles. L'éducation de Louis XIV avait été soigneusement orchestrée pour produire un roi modèle. Anne d'Autriche, sa mère, et le cardinal Mazarin avaient supervisé une formation qui mettait l'accent sur la dévotion religieuse, la dignité royale et la responsabilité envers les sujets. Des précepteurs jésuites instillèrent au jeune prince les principes de la moralité chrétienne et de l'autorité divinement ordonnée. Paradoxalement, ce serait précisément cette éducation au pouvoir absolu qui fournirait la justification psychologique pour les excès ultérieurs. La Fronde, guerre civile qui dévasta la France pendant l'enfance de Louis, laissa des marques profondes dans la psyché royale. Le jeune roi expérimenta l'humiliation d'être contraint de fuir Paris au cœur de la nuit, de voir son autorité questionnée par des sujets rebelles, d'assister au chaos qui résultait quand le pouvoir royal était contesté. Ces traumatismes formateurs créèrent une obsession pour le contrôle qui se manifesterait sous des formes de plus en plus extrêmes à mesure que son autorité se consolidait. Les premiers signes de comportement inhabituel émergèrent pendant les décennies de 1660 et 1670, quand Louis commença à développer ce que les courtisans nommèrent discrètement cérémonies particulières. Celles-ci n'étaient pas simplement des rencontres romantiques conventionnelles, mais des mises en scène élaborées où le roi assumait des rôles qui mêlaient autorité politique et domination personnelle, de manière qui choquait même des observateurs habitués au libertinage aristocratique. Louise de La Vallière, première maîtresse officielle, fut introduite à des pratiques qu'elle décrivit dans sa correspondance privée comme des rituels qui violaient tout sentiment naturel de modestie féminine. Ces lettres, préservées dans les archives familiales, révèlent une femme progressivement traumatisée par des exigences qui transcendaient toute expérience antérieure d'intimité aristocratique. Le roi ne se contentait pas de soumission conventionnelle. Il exigeait participation à des scénarios élaborés qui symbolisaient son autorité absolue sur tous les aspects de l'expérience humaine. La construction de Versailles fournit le décor parfait pour ces fantasmes en expansion. Les appartements royaux furent conçus non seulement pour la magnificence publique, mais pour accommoder des activités privées qui nécessitaient des espaces spécialisés. Des chambres secrètes, accessibles uniquement par des passages dissimulés, furent construites pour des rituels que le roi considérait comme expression légitime de son autorité divinement ordonnée. Madame de Montespan, qui succéda à la Vallière comme favorite royale, possédait un tempérament mieux adapté aux exigences royales. Femme d'intelligence exceptionnelle et d'ambition illimitée, elle non seulement toléra, mais collabora activement au développement de pratiques qui transformèrent l'intimité royale en forme de théâtre politique. Sous son influence, ce qui avait commencé comme excentricité personnelle évolua vers un système élaboré de cérémonies impliquant participants multiples et scénarios de plus en plus complexes. Les petits appartements de Versailles devinrent le théâtre de réunions qui mêlaient politique, religion et activités que les participants étaient obligés de jurer ne jamais révéler. Diplomates étrangers, courtisans en quête de faveur royale et même membres du clergé
furent graduellement introduits à un monde où les frontières conventionnelles entre public et privé, sacré et profane, avaient été délibérément éliminées. Le roi développa une fascination particulière pour des rituels d'humiliation qui contraignaient des participants de haut lignage à assumer des positions qui violaient toute notion aristocratique de dignité personnelle. Les ducs étaient obligés de servir comme domestiques pendant ces cérémonies, tandis que leurs épouses participaient à des tableaux vivants qui répliquaient des scènes mythologiques, avec des connotations qui défiaient les limites de la décence chrétienne. Madame de Maintenon, qui deviendrait éventuellement épouse morganatique du roi, apporta une dimension additionnelle à ces pratiques par son influence religieuse. Paradoxalement, sa piété apparente ne modéra pas, mais intensifia certains aspects du comportement royal. Elle introduisit des éléments quasi-religieux dans les cérémonies privées, créant des hybrides blasphématoires où les rituels chrétiens étaient pervertis pour servir des fantasmes qui auraient horrifié les théologiens de la Sorbonne. Le confessionnal royal devint théâtre de mises en scène, où le roi assumait alternativement des rôles de pénitent et d'absolu, exigeant que les prêtres participent à des scénarios qui violaient leurs vœux sacerdotaux. Ces clercs, terrorisés par la perspective de défier l'autorité royale, mais horrifiés par les blasphèmes qu'ils témoignaient, développèrent des justifications théologiques élaborées pour des comportements qu'ils savaient fondamentalement incompatibles avec la doctrine chrétienne. La correspondance diplomatique de l'époque préserve des références voilées à des aspects de la vie privée royale que les ambassadeurs considérèrent suffisamment troublants pour mériter communication avec leur cour d'origine. Le représentant papal, traditionnellement réticent à critiquer des monarchies catholiques, transmit au Vatican des préoccupations concernant des pratiques dans les appartements royaux qui peuvent compromettre l'autorité morale de la plus chrétienne des majestés. Pendant les guerres de succession, quand la France faisait face à des coalitions européennes déterminées à limiter le pouvoir français, Louis XIV utilisa ces rituels privés comme instruments diplomatiques pervers. Les ambassadeurs ennemis étaient invités à des audiences particulières où ils étaient soumis à des démonstrations de pouvoir qui transcendaient les protocoles conventionnels. Certains furent contraints d'assister à des cérémonies conçues pour démontrer que même les représentants de puissances hostiles existaient entièrement à la merci de la volonté royale. Les prisonniers de guerre de haut lignage reçurent un traitement spécial qui combinait honneur diplomatique et humiliation calculée. Princes allemands et généraux anglais se trouvèrent participants à des divertissements qui les laissèrent psychologiquement brisés, mais incapables de protester à cause de leur position vulnérable. Ces expériences, transmises discrètement par les réseaux diplomatiques, contribuèrent à l'image de Louis XIV comme figure simultanément fascinante et terrifiante. Le système des favorites royales évolua au-delà de simples successions romantiques pour devenir une hiérarchie élaborée où différentes femmes servèrent des fonctions spécifiques dans les rituels privés du roi. Chacune possédait une spécialisation particulière. Certaines étaient responsables de cérémonies qui répliquaient des conquêtes militaires, d'autres de mises en scène qui symbolisaient soumission de provinces rebelles, d'autres encore de tableaux qui représentaient l'autorité royale sur les institutions religieuses. La duchesse de Fontanges, dont la beauté exceptionnelle attira l'attention royale, découvrit que sa position exigeait participation à des activités pour lesquelles son éducation conventuelle ne l'avait pas préparée. Ses lettres à une sœur religieuse, découvertes des siècles plus tard, décrivent un monde où toutes les vertus chrétiennes sont inversées pour servir des fantasmes qui rendent l'enfer préférable. Les pratiques développées à Versailles ne restèrent pas confinées aux appartements royaux. Des courtisans ambitieux, observant que la faveur royale nécessitait participation à ces rituels, commencèrent à répliquer des versions modifiées dans leur propre résidence. La France aristocratique développa une culture d'imitation où des comportements qui auraient été considérés criminels dans d'autres contextes devinrent des marques de sophistication sociale. Madame de Sévigné, correspondante prolifique, enregistra sa perplexité face aux changements dans la société courtisane qu'elle attribuait à l'influence néfaste de coutumes qui descendent du trône. Ces lettres préservent des descriptions discrètes mais sans équivoque de pratiques qui se répandirent à travers les réseaux aristocratiques comme infection morale. L'impact sur les familles nobles fut dévastateur. Des pairs aristocrates se trouvèrent contraints de choisir entre participation à des rituels qui violaient leurs principes moraux et exclusion d'une cour où la présence était essentielle pour préservation de positions sociales et économiques.
beaucoup optèrent pour retraite vers propriété rurale, préférant obscurité à compromis avec des pratiques qu'ils considéraient fondamentalement dégradantes. L'Église catholique française fit face à un dilemme particulièrement agonisant. Le clergé était traditionnellement dépendant du patronage royal, mais de plus en plus conscient que cette dépendance exigeait tolérance envers des comportements qui contredisaient la doctrine fondamentale. Les évêques développèrent une casuistique élaborée pour justifier leur présence continue à la cour, argumentant que l'abandon de leur position ne laisserait que le roi sans guidance spirituelle. Jacques Bénigne Bossuet, théologien le plus respecté de l'époque, préserva dans ses papiers privés des preuves de lutte personnelle pour réconcilier dévotion à la monarchie française, avec horreur face aux pratiques qu'il témoignait. Ses sermons publics sur la dignité royale contrastaient violemment avec sa correspondance privée, où il décrivait des abominations qui rendent les vices de Sodome véniels en comparaison. Le système d'espionnage développé par Louis XIV utilisa la connaissance des faiblesses intimes des courtisans comme instrument de contrôle politique. Des individus qui avaient participé à des rituels compromettants se découvrirent éternellement vulnérables au chantage, incapables de critiquer les politiques royales sans risque d'exposition publique. Cette atmosphère de complicité mutuelle et vulnérabilité créa une loyauté basée sur la terreur plutôt que le respect. Les cours étrangères réagirent avec un mélange de fascination et répulsion au rapport sur la vie privée du roi Soleil. Les cours allemandes, traditionnellement austères, utilisèrent les récits du libertinage français pour justifier opposition à l'expansion française. La propagande anglaise pendant la guerre de succession d'Espagne exploita les rumeurs sur les pratiques royales pour miner la réputation de Louis comme champion du christianisme catholique. À l'intérieur de la France même, des provinces éloignées de l'influence courtisane maintinrent des standards moraux traditionnels qui entrèrent de plus en plus en conflit avec la culture émergeant de Versailles. Cette divergence entre cour et campagne contribua à l'aliénation qui exploserait éventuellement pendant la Révolution française. Les gens ordinaires, maintenant la moralité chrétienne tout en observant l'excès aristocratique, développèrent un ressentiment qui se prouverait fatal pour la monarchie. Les conséquences économiques des excès royaux furent stupéfiantes. Des ressources qui auraient dû financer des campagnes militaires ou des projets d'infrastructures furent détournées vers la construction de chambres privées, l'achat de matériaux exotiques pour costumes cérémoniaux et compensation pour participants à des scénarios élaborés. L'économie française, déjà tendue par la guerre constante, plia sous le fardeau additionnel d'extravagance royale. Les professionnels médicaux de l'époque, bien que limités leur compréhension, reconnurent des signes de troubles psychologiques sévères dans le comportement royal. Les médecins royaux, terrorisés par contredire leur souverain mais préoccupés par son bien-être spirituel, développèrent des traitements qui combinaient remèdes traditionnels avec tentatives désespérées de modérer ses impulsions les plus extrêmes. Le profil psychologique qui émerge de l'analyse attentive des sources suggère une interaction complexe de facteurs contribuant au comportement de Louis. Le traumatisme infantile de la Fronde, le pouvoir absolu combiné avec des ressources illimitées pour satisfaire tout caprice, et l'isolement progressif des relations humaines normales créèrent la tempête parfaite pour l'expression de pathologies psychologiques latentes. À mesure que Louis vieillit, ses pratiques devinrent de plus en plus bizarres et violentes. Ce qui avait commencé comme mise en scène élaborée évolua vers des scénarios où les participants faisaient face à un danger physique véritable. Plusieurs individus connectés à la maison royale moururent dans des circonstances mystérieuses, avec des rumeurs suggérant qu'ils étaient devenus des témoins gênants d'activités que même la société courtisane tolérante considérait inacceptables. L'émergence de l'influence de Madame de Maintenon modéra temporairement certains extrêmes, mais introduisit aussi de nouvelles dimensions de manipulation psychologique. Sa combinaison de piété apparente avec participation à des cérémonies blasphématoires créa une dissonance cognitive qui mena plusieurs courtisans à l'effondrement mental. Les autorités religieuses se trouvèrent incapables de réconcilier le scandale du comportement royal avec la nécessité de maintenir le soutien politique pour la monarchie catholique. Pendant les décennies finales du règne, Louis développa une obsession particulière pour la corruption de l'innocence. De jeunes membres de familles aristocratiques furent introduits à la vie courtisane par des rituels d'initiation qui violaient tous les principes de l'éducation chrétienne. Les pères qui tentèrent de protéger leurs enfants de telles influences se trouvèrent exclus de la faveur courtisane
garantissant la ruine économique de leur famille. La classe intellectuelle de France assista avec horreur pendant que les fondations morales de leur civilisation s'érodaient. Des philosophes qui avaient prospéré sous les précédents dirigeants bourbons se trouvèrent réduits au silence ou contraints de fournir des justifications pseudo-intellectuelles pour des pratiques qui contredisaient les principes fondamentaux de la dignité humaine. Les institutions éducatives luttèrent pour maintenir l'enseignement moral, quand l'exemple suprême de l'autorité française incarnait tout contre quoi les professeurs mettaient en garde. Les relations internationales pendant le règne de Louis reflétèrent dans le chaos moral interne. Les ambassadeurs étrangers rapportèrent à leur gouvernement des scènes choquantes qu'ils témoignèrent à Versailles, minant le prestige français et encourageant la formation de coalitions contre l'expansion française. Les alliés traditionnels commencèrent à questionner si le soutien à la France impliquait approbation de pratiques qui violaient la moralité chrétienne de base. Alors que la Révolution approchait, la mémoire collective des excès de Louis XIV joua un rôle crucial dans l'affaiblissement de la légitimité monarchique. Des histoires qui avaient circulé discrètement parmi les aristocrates devinrent connaissance publique, servant comme propagande puissante pour les forces révolutionnaires. Le contraste entre dépravation royale et souffrance du peuple ordinaire fournit la fondation émotionnelle pour le changement politique radical. Les historiens modernes, avec accès à l'évidence archéologique et analyse comparative indisponible pour les observateurs contemporains, ont largement confirmé les récits des pratiques troublantes de Louis XIV. Les appartements privés à Versailles, passages cachés et mobilier spécialisé découverts pendant les rénovations supportent les sources littéraires décrivant des activités royales qui choquèrent même les libertins du XVIIIe siècle. L'analyse psychiatrique contemporaine suggère que Louis exhiba des caractéristiques consistantes avec des troubles sévères de personnalité, particulièrement le trouble narcissique de personnalité avec caractéristiques sadiques. Son besoin de contrôle absolu, manque d'empathie envers autrui et sens grandiose d'autorisation divine créèrent la fondation psychologique parfaite pour un comportement de plus en plus extrême. L'héritage artistique et littéraire du règne de Louis XIV reflète une ambivalence profonde sur sa signification historique. Tandis que publiquement célébré comme épitomé de magnificence royale, il devint privément symbole de la corruption que le pouvoir absolu produit inévitablement. Les écrivains retourneraient obsessionnellement à cette contradiction, tentant de comprendre comment l'architecte de la grandeur française pouvait simultanément incarner la dégradation morale française. Les historiennes féministes modernes ont identifié dans le traitement des femmes par Louis XIV un pattern particulièrement troublant d'exploitation systématique. Sa réduction d'êtres humains à objets dans des fantasmes élaborés, son usage d'intimidation pour garantir participation et son complet mépris pour le bien-être psychologique de ceux soumis à ces expériences représentent une forme extrême de misogynie institutionnelle qui influencerait la société française pour des générations. Les historiens économiques actuels peuvent quantifier ce que les observateurs contemporains ne faisaient que pressentir: l'impact fiscal dévastateur des excès personnels de Louis. Au-delà des coûts directs de ses divertissements et constructions spécialisées, le dommage indirect fut énorme. L'efficacité administrative déclina quand des officiels compétents furent remplacés par des individus choisis pour leur disposition à participer à des activités compromettantes, plutôt que pour leur capacité administrative. Les historiens de genre ont trouvé dans le règne de Louis XIV une source particulièrement riche pour comprendre les concepts de l'époque moderne précoce sur masculinité et pouvoir. La performance simultanée du roi d'autorité hyper-masculine et sa violation des frontières traditionnelles dans la vie privée créa une crise d'identité masculine qui influença la culture française pour des siècles. Les historiens religieux continuent à débattre les implications théologiques du comportement de Louis XIV. Ces revendications d'autorisation divine combinées avec des pratiques qui violaient les enseignements chrétiens fondamentaux créèrent une crise théologique qui contribua à la sécularisation éventuelle de la pensée politique française. Les arguments traditionnels pour le droit divin des rois devinrent impossibles à maintenir quand le comportement royal contredisait l'enseignement moral de base du christianisme qui prétendument autorisait de telles revendications. L'héritage architectural du règne de Louis XIV raconte sa propre histoire de priorités déplacées et ambitions mégalomaniaques. Tandis que les monarques précédents avaient construit pour le bénéfice public, routes, hôpitaux, universités,
Louis construisit primairement pour la gratification personnelle. Ces modifications à Versailles, pour accommoder des activités privées, chambres cachées et équipements spécialisés, survivent en évidence fragmentaire qui supportent les accusations les plus troublantes sur sa conduite personnelle. Arrivant à la conclusion de cet examen sombre, nous devons confronter une vérité inconfortable. Louis XIV ne fut pas aberration mais extrême logique d'un système qui concentrait pouvoir illimité en individus uniques sans restrictions morales effectives. Les structures qui auraient pu limiter ces excès, autorité de l'Église, tradition aristocratique, précédent légal, avaient été systématiquement affaiblies pendant le développement de la monarchie absolue. La transformation du jeune roi qui avait genuinement désiré servir Dieu et la France en tyran, dont la conduite privée horrifia ses propres sujets, illustre la corruption fondamentale que le pouvoir absolu produit dans la personnalité humaine. Les signaux d'alarme étaient là présents tôt dans son règne, mais les mécanismes institutionnels pour adresser de tels problèmes avaient été délibérément éliminés pendant la consolidation de l'autorité royale. Peut-être l'aspect le plus troublant de l'histoire de Louis XIV ne réside-t-il pas dans l'extrémité de ses pratiques individuelles, mais dans le système qui permit et protégea tel comportement pendant des décennies. Des centaines de courtisans, des milliers de serviteurs, d'innombrables membres du clergé participèrent par action ou inaction à maintenir une façade qui cachait des activités qui violaient chaque principe de civilisation chrétienne que la monarchie française prétendait représenter. Le roi Soleil qui prétendit gouverner par grâce divine devint l'exemple de combien rapidement l'autorité divine peut devenir diabolique quand libérée de toute responsabilité terrestre. Son règne prouva que ceux qui prétendent gouverner par grâce de Dieu peuvent en fait servir un maître très différent. Le palais où il orchestra ces cérémonies élaborées de domination demeure encore, maintenant musée, visité par des millions qui admirent sa splendeur architecturale, sans comprendre complètement l'obscurité qui habita jadis ces salles dorées.